18h42 quasiment sur Europe 1 et sur CNews dans le Punchline avec Louis de Ragnel, Joseph Massescaron et notre invité Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Laurence. Ravi de vous accueillir. Vous publiez ce livre La frénésie du bonheur aux éditions de l'Observatoire. Visiblement, c'est pas dans le pré qui se trouve, hein, sans jeu de mots. Ça va venir, ça va venir. Mais oui. Espérons que le bonheur soit dans le pré à nouveau. Écoutons juste d'abord pour commencer la colère d'un agriculteur, Raphaël Boucher, céréalier dans l'Essonne. Moi, ce que je vis, c'est vivre décemment de mon métier. Je me suis installé depuis 2 ans. Aujourd'hui, nos trésoreries sont à sec. Je ne sais pas comment je vais finir l'année. On a fait une moisson, on va dire, assez bonne, avec des prix de vente quasiment au rabais et des charges qui ont explosé. On a eu l'effet ciseau cette année. Au final, aujourd'hui, on ne sait plus où aller. On espère ne pas être là pendant 3 semaines, mais s'il faudra, on sera là pendant 3 semaines, voire 1 mois, et puis on ne lâchera pas. On ne lâchera pas aujourd'hui, il en va de notre souveraineté alimentaire. Et si on n'y arrivera pas, moi j'ai pas envie de fermer mes boutiques, j'ai pas envie de me retrouver sur une corde. Aujourd'hui j'ai des emprunts bancaires à payer, j'ai une famille à nourrir. Faut m'expliquer comment on fait. Luc Ferry, vous entendez ce cri des agriculteurs qui monte depuis des semaines et des semaines, oui, et qu'on entend particulièrement depuis quelques jours. Oui, oui. Rendez-nous Jacques Chirac. Oui. Lui, il connaissait. Il savait parler au monde paysan. Écoutez, moi je trouve que Gabriel Attal, évidemment, on dit que c'est de la com et on a raison, mais il s'en tire quand même pas trop mal pour un citadin. Je trouve que moi c'est un monde que je connais très bien. Je sais ce que c'est qu'une barre de coupe. Je sais conduire le Ferguson ou le McCormick des années 60. C'est aussi curieux que ça puisse vous paraître. C'est mon monde. Moi, oui, parce qu'on voit plutôt le philosophe et l'écrivain en vous. Voilà, on voit plutôt l'écrivain et le professeur d'université ou l'ancien ministre de l'Éducation. Mais c'est mon monde. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans une campagne qui ressemblait au Moyen-Âge, on allait chercher le lait et les œufs à la ferme. Et mes cousins, les Michalet, à Montboudif, j'ai passé 15 ans les vacances, le camping chez eux, avec les petites vaches de serre. C'est un monde que je connais. Et donc, je suis 1000% évidemment derrière eux. Enfin, derrière. Je les soutiens à 1000%. La grande difficulté, vous en parliez tout à l'heure, notre ami en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie qui dépend de la France. Vous aviez tout à fait raison de le rappeler. C'est absolument vrai. On peut faire beaucoup de choses. Mais il y a 50%. Au moins 60%. Ils dépendent d'Europe. Mais oui, bien sûr, et des contrats qu'on a déjà passés, le Mercosur, l'Ukraine, Madame von der Leyen, qui est la plus grande catastrophe à mes yeux qui soit arrivée à l'Europe. Il faut quand même le dire, elle est épouvantable à tous égards. Moi, je comprends qu'on veuille aider l'Ukraine, mais pas sur le dos des paysans, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Enfin, cette idée que le poulet, les céréales ukrainiennes rentrent en France sans barrage de douane, ça n'a aucun sens, c'est absurde. Enfin, on veut tuer les paysans. Et là, vous le disiez très bien tout à l'heure, comme c'est une question de survie, de vie et de mort pour eux, ils ne s'arrêteront pas avant qu'il y ait des vraies annonces. Alors, une question de Louis de Ragnel. Moi, c'est le titre de votre livre qui m'intéresse, La frénésie du bonheur. Et en fait, moi, j'ai l'impression, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis, que face à une société qui est dans la frénésie de la jouissance, du télétravail et des aides, bien, il y a aussi ce cri du cœur de gens qui ont cet amour de la terre, l'amour du labeur. Et c'est dur et c'est difficile et ils opposent une forme de contre-modèle à cette recherche de jouissance qui ne rend pas heureux, et de l'autre côté, eux, en fait, ils vivent entre guillemets simplement. Ils étaient heureux de vivre comme ça et de produire, mais ils n'ont pas de reconnaissance sociale parce que leur bonheur est méprisé par notre monde. Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Et c'est vrai que c'était il y a peu la profession la plus heureuse de France. C'était là où on se sentait le mieux. Absolument. Et là, ils sont en train de mourir, tout simplement. Je rappelle quand même un chiffre. Alors, c'est difficile de chiffrer parce qu'il y a plusieurs personnes dans une exploitation agricole. Mais en 1950, à ma naissance, il y avait 6 millions de paysans en France. Et il en reste 500 000, 600 000 aujourd'hui. On a divisé. Et d'ailleurs, il y a eu des livres d'historiens sur la fin des paysans. Il y a un livre célèbre qui porte ce titre. Et donc, c'est vrai qu'on a vécu la fin des paysans. Et à part le président Chirac, qui était corrézien et qui connaissait ce monde-là, et qui l'adorait en vérité, nos présidents de la République ne s'y sont jamais intéressés. Pas une minute. Parce que c'est un autre monde. Voilà, c'est en effet ce que vous disiez. C'était un monde très heureux, mais c'est un monde, en effet, qui est tout sauf citadin. Et l'urbanisation de nos pays, et de la France comme les autres, un peu moins que l'Allemagne, c'est quand même le phénomène majeur depuis un demi-siècle. Nous sommes devenus un pays très, très, très urbanisé, la fuite vers les villes. Et donc, alors, on l'a corrigé un peu pendant la pandémie, mais il est évident que là, le chiffre de 6 millions à 600 000, en gros, ça dit tout en 50 ans, 60 ans, 70 ans. On est devenu un pays de consommateurs alors qu'on était un pays producteur. Joseph Massescaron, une question à Luc Ferry.
Oui, la question de la frénésie du bonheur est évidemment essentielle, enfin, je pense, en politique, parce que l'emploi du mot bonheur ou de la promesse de bonheur, Oui. et cette frénésie du bonheur est portée par une partie, en effet, de l'arc-en-ciel du paysage politique. Et ce qui me frappe, c'est que ces personnes qui défendent le bonheur, qui proposent un bonheur différé, comme vous dites, un bonheur plus tard, bien sûr. Thème, oui. Et ce qui me frappe, c'est que ces gens, quand on les voit, ils sont sans joie. Comme si ce bonheur-là tuait toute joie. Oui, c'est très très vrai. Parce que ce faux bonheur vendu par la psychologie positive et les théories du développement personnel, ce bonheur purement narcissique ne rend pas heureux. Mon amie sœur Emmanuelle avait écrit un livre qui s'appelle « Le paradis, c'est les autres ». Mais elle avait raison, le paradis, c'est pas notre nombril. Quand on aime quelqu'un, on sort de soi. Et donc, tout le thème de mon livre, c'est qu'on est passé, en effet, du bonheur différé au bonheur immédiat. Le bonheur différé, c'était le bonheur après. C'était après la classe pour les élèves, c'était après la révolution pour les communistes, c'était après la retraite pour les salariés et après la mort pour les catholiques. Je vais un peu vite, mais c'est la vérité. Et l'effondrement du catholicisme et du communisme en France, l'effondrement des grandes causes, quoi qu'on pense du communisme ou quoi qu'on pense du catholicisme, l'effondrement de ces grandes causes fait qu'on n'a plus que notre nombril, on veut le bonheur ici et maintenant. D'où le big quit, le quiet quit, pardon pour ces anglicismes, enfin ils viennent en effet. Et on est malheureux. Et en plus on n'est pas on est heureux. devenu malheureux. Et bien sûr, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même les autres, le rapport aux autres qui, malgré tout, nous rend heureux. Le paradis, c'est les autres, voilà. Et donc, cette espèce de repli sur le narcissisme, il y a un livre de Fabrice Midal qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Mais c'est l'horreur, ce qu'il décrit. C'est l'inverse. abominable. Et c'est un faux bonheur, parce qu'on n'est pas heureux quand on passe sa vie à regarder son nombril. Regardez ce qui se passe sur TikTok ou sur toutes ces conneries qui durent 20 secondes et qui sont purement narcissiques, où on se vend en disant des âneries. Et en montrant des chats ou des chiens, tout ça est idiot. Je veux dire, on est rentré dans un monde d'une bêtise qui est quand même hallucinante. On a aussi été gratifié hier d'une séquence assez incroyable au musée du Louvre, parce que deux militantes Ça, oui. Très important. écologistes ont aspergé de soupe la vitre très blindée profond. protégeant la Joconde. Je vous propose d'écouter ce qu'elles disent quand même. Oui, j'ai ces écouté demoiselles. déjà, oui. Non, mais c'est important pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Oui, oui. Écoutez ce qu'elles disent. Et puis C'est surtout très intelligent. l'effroi des gens qui sont autour et qui voient la Joconde maculée. Regardez et écoutez. Et c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'art, le droit et l'alimentation saine et durable. Notre système agricole est malade. Nos agriculteurs meurent au travail. Un Français sur trois ne fait pas tous ses repas tous les jours. On va vous demander d'évacuer, s'il vous plaît. On est riposte alimentaire. Et on demande la mise en place de la sécurité sociale et de l'alimentation durable. Est-ce que ce type d'action, quand on dit ce qu'on appelle la soupe nos primitive. agriculteurs meurent au travail, qu'est-ce que vous comprenez Non, à tout indépendamment de la connerie L'éclairage. monumentale que ça, Bon, voilà. dont ça témoigne. Ça, c'est fait. Non, il y a une tradition qui est très forte, si on veut aller plus loin, et qui remonte à Rousseau, c'est-à-dire la lettre sur les arts et les spectacles de Rousseau, qui est une véritable haine de la culture au nom de la nature, c'est-à-dire que sous la sacralisation écologiste ou romantique de la nature, il y a une haine de ce qui est artificiel. Et dans artificiel, on entend art. Et par exemple, le combat de Rousseau sur le théâtre, qui vise bien sûr Voltaire, qui adorait le théâtre, qui était un Philippe Tesson avant la lettre, si je puis dire. Et donc ce combat de Rousseau contre le luxe, contre les spectacles, contre la culture, contre l'art, mais encore une fois artificiel, ça renvoie à art. Vous le retrouvez là-dedans, et encore une fois, sous la sacralisation de la nature chez les écologistes, il y a très souvent une véritable haine de la culture, une haine de l'artifice. Et là où ils sont quand même très très déconnants, pardon de le dire aussi simplement, mais c'est vraiment de la connerie quand même. C'est tout ce qu'on a inventé de beau depuis le siècle des Lumières, et notamment dans l'univers démocratique, est anti-naturel. Que ce soit la médecine moderne, que ce soit le système des retraites, que ce soit l'État-providence, que ce soit la démocratie, c'est très antinaturel. C'est très artificiel. Les antibiotiques, c'est pas naturel du tout. Ça tue des gentils microbes. Et donc, la protection des vieux, des handicapés et des faibles, les systèmes de retraite, les systèmes de protection sociaux sont des systèmes anti-darwiniens. Si on était nazi, d'ailleurs, c'est pas un hasard si les premières grandes lois écologiques sont faites par Hitler. Si on était nazi, on prendrait la nature comme modèle, au sens de Darwin, c'est l'élimination des faibles. Des plus faibles, c'est ça. Et c'est ça qu'on retrouve chez ces crétins. Pardon, il faut quand même le dire, c'est quand même d'une connerie. Ils qui sont laisse ralliés sans pour voix. l'hiver. On a vu Joseph que, Massescaron. on a vu que le bonheur immédiat est triste. Oui, Voilà. triste. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi laid?
Oui, voilà, et vous voyez. Triste et laid. Moi, j'ajouterais. Ah, j'adore. Oui, alors que voilà, et j'ai beaucoup aimé, je le cite dans mon livre, il y avait un petit recueil de lettres d'humanitaires, voilà, de Médecins du Monde, de Médecins sans frontières. C'est un recueil anonyme pour justement pas être narcissique et qui explique que malgré toute la difficulté de leur métier, parce qu'ils se retrouvent dans des endroits où ils baignent dans le sang, c'est épouvantable ce qu'ils voient, bon, et ils disent voilà, j'ai trouvé le sens de ma vie dans les autres, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a une beauté du dévouement pour les autres. On était le troisième petit cochon, on est devenu le premier. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. On travaillait d'abord, on s'amusait après, et là maintenant, big quit, quiet quit, on veut la maison de paille, tout de suite, voilà. La maison de briques. Et voilà. Et 47% des salariés français disent pratiquer la démission tranquille, le quiet quit. Autrement dit, je garde mon job. Voilà. Je garde mon job parce que j'ai besoin du salaire à la fin du mois, mais j'en ferai le moins possible. Et ça c'est pas très encourageant. J'entends, Luc Ferry, mais ce monde-là que vous nous décrivez se heurte de plein fouet au monde des agriculteurs. Exactement. Qui sont dans le réel, qui sont dans la nature, les éléments climatiques. Et qui travaillent 80 heures par semaine. Voilà, et qui prennent une semaine de vacances par an. Et encore, quand on nous vante le droit à la paresse, comment ces deux mondes peuvent coexister au fond? Eh bien, vous voyez, ça coexiste pas. Et c'est pas simplement les agriculteurs, parce que moi, je suis allé souvent en Chine, par exemple, en Inde, mais en Chine surtout, c'est très frappant. Vous avez affaire à des gens qui travaillent sans être agriculteurs, qui travaillent 80 heures par jour. Quand ils voient qu'on a des débats, est-ce qu'on ouvre nos commerces le dimanche ou pas, ça les fait hurler de rire. Ils se disent, mais ces gens sont en train de crever en Occident. Voilà. Poutine se dit la même chose, il pense qu'on est en déclin. Et d'ailleurs, beaucoup de nos intellectuels écrivent sur la décadence, comme Michel Onfray ou comme Alain Finkielkraut. Bon, et d'autres, aussi Régis Debray et d'autres, pensent qu'on est en pleine décadence, mais c'est au fond ce que pensent aussi les dirigeants chinois et les dirigeants russes. Ils pensent qu'on est en train de s'effondrer dans la connerie narcissique de la quête du bonheur individuel. Pardon de le dire, mais c'est quand même ça qu'on vit. Et donc il faut qu'on en sorte, il faut vraiment... Là, voilà, le fond de la piscine est là, il faut donner le coup de pied parce qu'il faut qu'on remonte, sinon on va crever. Sinon l'Occident va crever. Et ce cri des paysans, ça fait partie des signaux Exactement. Au fond, c'est le dernier môle comment dire, avant la déconstruction des valeurs traditionnelles, parce que ce monde paysan, évidemment, c'est un monde de valeurs traditionnelles. C'est ça qui représente. Quand j'étais gamin, quand je passais la grecque de sciences politiques, la première ligne dans les sondages, c'était agriculteur. Elle a disparu aujourd'hui parce que c'est plus représentatif. Vous voyez ? Et donc, ces agriculteurs, ils représentent des valeurs d'avant la déconstruction, la grande déconstruction des valeurs traditionnelles. Alors, on peut critiquer ces valeurs traditionnelles, on peut discuter, mais évidemment, ce qu'ils vivent là, c'est le symbole même de la résistance à cette espèce de déclin dans lequel, depuis, en gros, les années 80, Emmanuel Macron peut comprendre ce monde-là des paysans. On nous dit que là, il est en train de renégocier avec Ursula von der Leyen sur le Mercosur. Il s'y est fermement opposé. C'est pas son monde, il ne peut pas comprendre. Moi, ce qui m'a surpris chez Gabriel Attal, positivement, c'est que, voilà, d'abord, il est pas brillant, il est intelligent, ce qui est pas du tout la même chose. Macron est brillant, mais Gabriel Attal est intelligent, c'est pas pareil. Et deuxièmement, il est humble, il écoute les autres. C'est pas la même chose aussi. Et moi, je trouve qu'il se débrouille très bien pour un jeune homme dont c'est pas le monde, parce qu'il est quand même plutôt citadin que paysan. Je trouve qu'il s'en tire bien et que, en plus, il a pas l'air d'avoir peur, ce qui est important quand on discute avec des gens qui sont dans un état de colère, voilà, parce qu'ils sont en train de crever, tout simplement. Et donc, je trouve qu'il s'en tire, il comprend mieux. Mais Macron, non, je crois pas qu'il puisse comprendre ça. Non. Et le soutien des Français inconditionnel aux agriculteurs, il dit quoi de notre pays? Que tout n'est pas fichu quand même. Alors, évidemment, ce qu'il va y avoir derrière, il faut quand même... Bon, je vous apprends rien en vous disant que le Rassemblement national est le premier parti de France et que l'Europe, elle est plus ou moins détestée. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Nicolas Sarkozy a été obligé de passer par-dessus le vote des Français pour aller vers accepter ce qu'on appelle la Constitution européenne. C'est pas une constitution, mais enfin, parlons rapidement. Et donc, je pense que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un très grand mouvement. Alors, c'est pas bon, moi je suis très pro-européen, mais très pro-européen, mais pas cette Europe-là.
Voilà. Et donc, je pense qu'on va avoir un très grand mouvement de bascule anti-mondialisation, anti-Europe, et que derrière ces 80% de Français qui soutiennent les paysans, il va y avoir une bascule, évidemment, vers le Rassemblement national et vers la haine de l'Europe. Moi, je pense que l'Europe déconne complètement aujourd'hui, mais néanmoins, je suis pro-européen, mais pas celle-là, pas celle-là. Je suis pour une Europe à 10, avec une harmonisation fiscale et sociale. Luc Ferry, La frénésie du bonheur. Merci beaucoup d'être venu aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu sur CNews et Europe 1. Merci à vous, jeunes gens. Joseph Massescaron, Louis de Ragnel aussi. Merci à vous. Dans un instant, Céline Géraud pour Europe 1 Soir, Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous.